Imagine que chaque fois que vous vendiez votre produit phare, vous perdiez presque 7 millions de dollars. Ça paraît absurde, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Volkswagen, et pas une ou deux fois, mais 450 fois. Le plus fou, c'est qu'il le savait depuis le début. Cette icône de luxe, de vitesse et d'extravagance a été créée dans un seul but, briser toutes les règles, même celles du bon sens financier. Ce n'était ni une erreur de calcul ni une mauvaise stratégie de vente. C'était un pari délibéré, une déclaration de guerre contre les limites de l'ingénierie. Et aujourd'hui, on va t'expliquer pourquoi cette supercar n'aurait jamais dû exister, mais qu'elle devait exister. Quand tu entends qu'une voiture coûte 1,7 million de dollars, la première chose à laquelle tu penses, c'est que celui qui la vend s'en met plein les poches. Mais dans le cas de la Bugatti Veyron, c'était exactement l'inverse. Pour chaque unité vendue, Volkswagen perdait entre 6,2 et 6,7 millions de dollars. Volkswagen savait que ce coût était impossible à compenser avec les ventes. Pour rentabiliser l'investissement, ils auraient dû vendre des milliers d'unités, mais ils n'en ont fabriqué que 450. Résultat, chaque fois qu'il remettait les clés d'une Veyron à son nouveau propriétaire, le géant allemand sentait un trou dans sa poche, mais il ne se plaignait pas, car il ne s'agissait pas d'argent. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. La Veyron n'est pas née pour gagner de l'argent, elle est née pour entrer dans l'histoire. Ferdinand Piëch, alors président du groupe Volkswagen, avait une idée fixe, il voulait construire la meilleure voiture du monde, la plus rapide, la plus puissante, la plus luxueuse, la plus impossible. Un caprice d'ingénieur aux ambitions impériales. Dans une interview, Piëch a avoué que les marges bénéficiaires ne l'intéressaient pas, ce qui comptait pour lui, c'était l'héritage, et pour cela, il n'y avait aucune limite. Alors Volkswagen a relevé le défi, tout en sachant que, financièrement, c'était une folie, et ils l'ont fait, sans aucun doute. Pendant que d'autres voitures se battaient pour réduire les coûts, la Veyron se moquait de toute logique financière. Volkswagen perdait de l'argent, certes, mais gagnait quelque chose de bien plus précieux, le respect, l'admiration, la puissance de la marque. Parce que si tu peux te permettre de perdre des millions sur chaque voiture, tu joues dans une autre cour, et c'est exactement ce qu'il voulait prouver. Petit-fils de Ferdinand Porsche et ingénieur de formation, Piëch n'était pas simplement un dirigeant de plus, c'était un visionnaire obsédé par la puissance, la précision et l'ingénierie poussée à l'extrême. Pendant son passage chez le groupe Volkswagen, il a transformé l'entreprise en un véritable empire. La légende raconte qu'un jour, sans détour, Piëch a exprimé son désir avec la froideur de quelqu'un qui commande un café, « Je veux une voiture de plus de 1000 chevaux, qui dépasse les 400 km/h et qui puisse servir à aller acheter du pain. » C'est ainsi qu'est né le projet Veyron, non pas comme une réponse au marché, ni comme une nécessité commerciale, mais comme une obsession personnelle. Piëch ne cherchait pas à vendre des voitures, il voulait laisser un monument sur roue. Pour comprendre l'ampleur de cette folie, il faut saisir le contexte. Au début des années 2000, le monde de l'automobile était axé sur l'efficacité, les émissions et les coûts. Les marques cherchaient à optimiser, réduire, ajuster, et au milieu de tout ça, un homme arrive et dit « On va créer la voiture la plus extrême de la planète, quoi qu'il en coûte. » Il ne voulait pas quelque chose qui fonctionne bien, il voulait quelque chose que personne d'autre ne puisse accomplir, et c'est exactement ce qu'ils ont obtenu. Donc non, la Veyron n'est pas née d'études de marché ni d'enquête auprès des consommateurs. Elle est née d'un esprit qui ne croyait pas aux limites, d'un homme qui a utilisé tout le pouvoir de l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde pour réaliser son rêve personnel, et il l'a sacrément bien réalisé. Créer une voiture de plus de 1000 chevaux qui dépasse les 400 km/h, ce n'est pas simplement une question d'ajouter plus de cylindres, c'est défier la physique, se moquer du bon sens, s'aventurer sur un terrain où aucun constructeur n'avait osé mettre les pieds et en ressortir vivant. La Bugatti Veyron n'était pas seulement chère, c'était un monstre technique qui a poussé ses ingénieurs au bord du désespoir. Tout a commencé avec le cœur du projet, le moteur. Pas n'importe lequel, un 8 litres avec 4 turbocompresseurs, capable de générer 1001 chevaux. Ni l'un. Ce chiffre n'était pas un hasard. Piëch le voulait précis, parce que cela signifiait franchir la barrière psychologique des 3 zéros et unier n'importe quel autre supercar de l'époque. La bête avait besoin de 10 radiateurs pour garder la température sous contrôle. 10, parce que la Veyron ne devait pas seulement dépasser les 400, elle devait aussi le faire sans exploser. Et puis il y avait la question des pneus.
Aucun pneu du marché ne résistait à une telle vitesse, alors Bugatti a dû collaborer avec Michelin pour créer un caoutchouc entièrement nouveau, capable de supporter 420 km/h sans se désintégrer. Et comme si ce n'était pas assez, la voiture devait aussi pouvoir freiner après une telle folie. La solution ? Frein en carbone céramique, plus un aileron qui sert également de frein aérodynamique. Le niveau de détail était si fou qu'ils ont même conçu une touche secondaire appelée Speed Key, qui déverrouillait le mode pleine vitesse. On ne pouvait pas simplement appuyer sur l'accélérateur et atteindre les 4 sens. Il fallait arrêter, insérer cette clé spéciale et la voiture te demandait si tu étais sûr de ce que tu allais faire, parce qu'à cette vitesse, la moindre erreur est fatale. Le résultat de toute cette obsession fut une voiture qui n'avait aucune concurrence. Rien ne l'égalait, ni en puissance, ni en vitesse, ni en raffinement. Et le plus impressionnant, c'est que malgré tout, on pouvait le conduire comme une voiture normale, en ville, sur l'autoroute, avec la climatisation, des sièges en cuir et une douceur presque absurde, mais une telle perfection avait un prix. Quand une voiture coûte 1 700 000 $, on suppose que tout ce qu'elle contient justifie ce prix. Mais avec la Bugatti Veyron, la réalité est encore plus absurde. Chaque voiture coûtait bien plus cher que ce qu'on en demandait. Littéralement. Chaque exemplaire du Veyron était pratiquement assemblé à la main, dans un bâtiment qui ressemblait plus à un laboratoire chirurgical qu'à une usine automobile. Le cuir provenait d'un type spécifique de vache. Les boutons étaient taillés dans de l'aluminium massif. Certaines versions comportaient des détails en or blanc ou des incrustations de pierres précieuses. Tout était personnalisable. Tout était parfait. Même la clé télécommande de la voiture était un bijou. Littéralement. Il n'y avait rien de générique. Le système audio a été conçu exclusivement par un spécialiste de l'acoustique des salles d'opéra. Et c'est là le point, l'obsession de la perfection ne s'est jamais arrêtée. Et pour l'acheteur, l'histoire n'était pas simple non plus. Tu savais qu'une simple révision d'entretien coûtait entre 20 et 30 000 $? Que la vidange coûtait plus de 20 000 $ parce qu'il fallait démonter la moitié du moteur et accéder à 16 points de vidange différents. Et que les pneus devaient être changés même s'ils n'étaient pas usés, juste par sécurité. Et malgré tout, il y avait une liste d'attente. Et c'est là qu'on comprend le coût de Volkswagen. La Veyron n'a pas été créée pour gagner de l'argent. Elle a été créée pour montrer au monde qui commande. À première vue, la Bugatti Veyron semble être une erreur colossale. Une supercar si chère à fabriquer qu'elle perdait entre 6,2 et 6,7 millions de $ sur chaque unité vendue. Un modèle qui est né en sachant qu'il ne serait jamais rentable et qui, malgré tout, a continué. Qui, saint d'esprit, maintiendrait un tel projet pendant plus d'une décennie? La réponse est quelqu'un qui pense au-delà de l'argent. Parce que oui, la Veyron a été un échec financier, mais un succès total en tant que coût stratégique. Volkswagen ne l'a pas créé pour faire des profits. Ils l'ont créé pour obtenir quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, le prestige, la domination, l'admiration. Peu importait que Ferrari ou Lamborghini vendent plus. Peu importait que Porsche soit plus rentable. Personne, absolument personne, ne pouvait égaler ce que Bugatti avait accompli. Et ça n'a pas de prix. Et comme si ça ne suffisait pas, la technologie de la Veyron n'est pas restée enfermée dans un musée. Elle a servi de base à de futurs projets. Elle a été le tremplin pour la Bugatti Chiron et, en fait, la Chiron Super Sport 300 Plus a battu des records, encore une fois grâce à l'héritage technique transmis par la Veyron. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais déjà partie de ceux qui savent qu'une voiture peut être bien plus qu'un simple moyen de transport. Elle peut être une déclaration de ce dont nous sommes capables lorsque nous rêvons en grand. Et si ce voyage à travers l'histoire de la Bugatti Veyron t'a autant surpris que nous en le racontant, je t'invite à laisser ton avis dans les commentaires. La Veyron n'aurait jamais dû exister, mais heureusement qu'elle a existé, car elle nous a prouvé que l'être humain, quand il s'en donne les moyens, peut défier toutes les barrières, physiques, techniques, financières et même logiques. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il ne l'a pas fait par nécessité, ni pour la rentabilité, ni pour le marché. Il l'a fait pour le simple plaisir de prouver que l'impossible prend juste un peu plus de temps.